Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la Cour suprême guinéenne qui a validé la victoire de Mamadi Doumbouya à la présidentielle avec un score de près de 87%. L'auteur du coup d'État du 5 septembre 2021 devient ainsi le président de la République de Guinée pour 7 ans. Nous parlerons aussi de la CAN avec la victoire du Maroc qui s'est qualifié pour les quarts de finale en battant la Tanzanie 1-0. Retour sur le match avec notre envoyé spécial à Rabat, Cédric Ferreira, qui suit cette Coupe d'Afrique pour nous. Et ce soir, dans le Focus, une histoire que peu de gens connaissent et qui lie pourtant intimement le Katanga à Hiroshima. En 1945, l'uranium utilisé dans la bombe américaine larguée sur le Japon provient en grande partie d'une mine congolaise. Une histoire restée méconnue que l'écrivain Blaise Ndala remet au centre d'un roman rigoureusement documenté, L'équation avant la nuit. Lauréat du prix Ivoire et du prix Kourouma, Blaise Ndala est un écrivain majeur de la francophonie et c'est notre invité de ce Focus dans le JTA. On ouvre ce journal en allant en Guinée où la Cour suprême a validé les résultats de la présidentielle qui a vu la victoire de Mamadi Doumbouya avec 86,72% des suffrages. L'auteur du coup d'État du 5 septembre 2021 a ainsi été déclaré vainqueur. Il est donc élu président pour un mandat de 7 ans. On écoute le président de la Cour suprême de Guinée. Considérant qu'il ressort de ces résultats que le candidat Mamadi Doumbouya, ayant obtenu le plus grand nombre des suffrages, proclame le candidat Mamadi Doumbouya élu président de la République de Guinée dès le premier tour pour un mandat de 7 ans. Le Maroc s'est qualifié pour les quarts de finale de sa CAN en battant la Tanzanie 1-0 à Rabat. Brahim Diaz, désormais meilleur buteur du tournoi, a libéré les Lions de l'Atlas. Achraf Hakimi, de son côté titulaire pour la première fois, a failli marquer sur coup franc. Cédric Ferreira, notre envoyé spécial à Rabat, y était. Mission accomplie pour le Maroc qui s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations après une victoire difficile contre la Tanzanie. Les Lions de l'Atlas qui ont longtemps buté les Tanzaniens courageux. Finalement, ce but de Brahim Diaz à la 64e minute. L'attaquant du Real de Madrid qui a trouvé la faille après une nouvelle fois un exploit individuel sur une passe décisive d'Achraf Hakimi, la star du Maroc et capitaine, a été titularisé pour la première fois et il a été décisif en offrant le but à Brahim Diaz. Brahim Diaz qui une nouvelle fois a montré tout son talent. Une nouvelle fois a montré tout son talent avec son 4e but dans cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est le meilleur buteur de cette Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à présent. Brahim Diaz, il a marqué à chacune des rencontres et désormais le Maroc peut espérer d'aller encore plus loin dans cette Coupe d'Afrique des Nations. L'adversaire en quart de finale, ce sera le vainqueur de l'autre rencontre entre le Cameroun et l'Afrique du Sud. Mais avec cette nouvelle victoire, c'est une belle dose de confiance pour les joueurs et pour les supporters ici tout autour de moi qui ont assisté au stade du Prince Moulay Abdallah. Une nouvelle victoire des Lions de l'Atlas. Est-ce que les Lions de l'Atlas vont aller gagner la CAN? Bien sûr. La réponse aussi. Le Cameroun et l'Afrique du Sud. Voilà la joie des Lions de l'Atlas et supporters et aussi le stoïcisme de Cédric Ferreira. On reste dans le football africain et pour vous parler d'une histoire de résilience du foot soudanais contraint à l'exil par la guerre qui déchire son pays depuis avril 2023. Les 2 plus grands clubs du pays ont été invités à rejoindre la première ligue rwandaise, une décision inédite de la Fédération rwandaise de football en accord avec la Confédération africaine alors que le tournoi vient juste de débuter. Reportage de Juliette Montilly. Premier entraînement sur les pelouses de Kigali pour le club soudanais Al Hilal. Cela fait plus de 2 ans que l'équipe n'a pas joué à domicile. Depuis que la guerre a commencé au Soudan, l'équipe est obligée de s'exiler tout le temps. L'année dernière, nous étions en Mauritanie. On a fait toute une saison à l'hôtel. Cette année aussi, c'est pareil. Nous avons commencé en Tanzanie et maintenant nous sommes au Rwanda, donc c'est un peu notre quotidien. Les joueurs ont été invités par la première ligue rwandaise pour la saison en cours. Une décision prise par la fédération rwandaise, motivée par des valeurs propres au sport. Le football uni. Il y a un problème au Soudan qui ne permet pas au championnat de se dérouler normalement. C'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Donc on doit avoir aussi le sens humanitaire. On va les assister, à donner les meilleurs de nous-mêmes pour qu'ils se sentent chez eux. Et
Bien sûr, il faut que le meilleur gagne. La victoire, c'est ce que vise Al Hilal. L'équipe veut rendre fiers les milliers de Soudanais réfugiés au Rwanda. Ce soir de match, le stade Pelé vibre au rythme des chants des supporters, en Kinyarwanda et en arabe. Nous sommes très heureux de revoir notre équipe ici. La plupart d'entre nous ne l'avaient pas vue depuis 2 ans. Nous sommes venus pour les soutenir dans ce championnat. Et nous sommes très heureux de pouvoir soutenir notre équipe à nouveau. Malgré la joie des retrouvailles, dans les pensées, la guerre n'est jamais loin. On a en tête le conflit au Soudan et ce qui se passe à El Fasher. Nos familles sont là-bas. C'est très triste pour nous tous. Les cris qui se sont tus dans les stades de Khartoum résonnent désormais à Kigali. Grâce à la diffusion des matchs en ligne, ils parviennent même aux oreilles des Soudanais restés au pays. On passe à notre focus de ce dimanche soir et il nous emmène dans les profondeurs de l'histoire congolaise à la croisée de la littérature et de la mémoire politique. Dans son nouveau roman « L'équation avant la nuit », Blaise Ndala exhume un pan méconnu de l'histoire mondiale. L'uranium extrait de la mine de Shinkolobwe au Katanga aurait alimenté la bombe larguée sur Hiroshima en 1945. Bonsoir Blaise Ndala, bienvenue dans votre Journal de l'Afrique. On est ravis de vous recevoir depuis Ottawa où vous êtes à présent en liaison. Alors, le roman s'ouvre... C'est un plaisir. Ouais. Le roman s'ouvre sur Daniel Zinga, écrivain congolais invité à Washington par Béatrice Reitman, qui elle est professeure brillante, dont il se rapproche, avant qu'une photo révélant le passé trouble du père de Béatrice, apparaissant aux côtés d'Hitler et d'Eisenberg, ne fasse basculer le récit. Je n'en divulguerai pas plus pour ne pas gâcher le plaisir au lecteur. Et à partir de cette image, l'intrigue se transforme en enquête vertigineuse qui relie mémoire familiale, nazisme, course à la bombe et exploitation de l'uranium congolais. D'abord, comment avez-vous découvert cette histoire et pourquoi avoir choisi d'en faire un roman ? Alors, je l'ai découverte, comme je l'ai dit, à certaines occasions, vraiment par le plus heureux des hasards, tout simplement parce que sur le campus de l'université de Kinshasa où j'étudiais, il y avait le Centre régional des recherches nucléaires qui nous intriguait tous. Et c'est en cherchant à savoir pourquoi il avait été bâti que j'apprendrai, via mon père, en fait, que c'était une sorte de récompense symbolique que les Belges, en 1959, auraient offert au Congo pour, en quelque sorte, compenser d'une manière indirecte l'uranium qu'ils avaient vendu à l'insu des Congolais pendant l'époque coloniale aux Américains, lequel uranium finira donc à Shinkolobwe. À partir de cette découverte intrigante, donc je vais essayer d'approfondir mes recherches pour décider en fait de révéler, comme vous l'avez un peu dit en intro, ce pan caché, parce que je commençais un peu à en avoir marre en réalité de n'entrer dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale que par la porte du tirailleur sénégalais. Pas que ça ne donne pas lieu à des textes forts, on en a beaucoup, oui, c'est vrai. Mais je trouvais que ce pan méconnu pouvait nous permettre de regarder ces conflits avec un œil différent du point de vue de l'Afrique. Ah bah vous y arrivez très bien. Alors de cet uranium, de ce minerai sous votre plume, ça devient le fil conducteur d'un thriller géopolitique, une enquête finalement sur les non-dits du colonialisme et un hommage aux corps oubliés, qui est très fort et très présent dans votre livre. Est-ce que c'était ça aussi, un de vos objectifs d'ailleurs d'écriture ? Absolument. Je disais tantôt que c'était l'idée de révéler ces pans cachés, mais ces pans cachés, il induit aussi justement ces voix qui ont été silenciées, ces visages, ces destins qui ont été escamotés dans la grande histoire. Du côté congolais, vous l'avez mentionné, il y a l'uranium du Katanga et donc subséquemment les indigènes de cette partie du monde, de cette partie du Congo belge, qui ont payé à leur manière un tribut au plan de la santé, au plan de ressources environnementales, de l'éradication d'une bonne partie de la faune et de la flore de cette partie du monde. Mais du côté canadien également, puisque je vais les découvrir des années après quand j'arrive au Canada, il y a les Premières Nations, les autochtones d'ici, comme on les appelle, les Premières Nations de la région du Grand Lac de l'Ours, chez les peuples Déné. J'ai découvert également que là-bas, des cancers et d'autres maladies dues à l'exploitation dans une autre mine qui avait été également utilisée pour alimenter le Manhattan Project avaient eux aussi payé un tribut. Donc c'est en voulant relier ces deux pôles, le Katanga chez les Lunda et les territoires du nord-ouest du Canada chez les Déné, que j'ai voulu donc
rendre en quelque sorte leur voix à ces peuples qu'on a mis de côté dans le grand portrait de la Seconde Guerre mondiale. Et votre roman interroge évidemment la responsabilité historique des puissances occidentales, bien sûr, mais aussi les élites coloniales et parfois post-coloniales. Jusqu'à quel point cette mémoire, selon vous, a été volontairement étouffée ? Alors volontairement étouffé, et je pense que ça ne fait pas l'ombre de doute du côté des puissances coloniales. Là, il s'agit du Congo, mais vous le savez aussi bien puisque vous vivez en France. Pour la guerre d'Algérie, pour les tests qui ont été menés en Polynésie et dans d'autres parties du monde par la France pour sa propre bombe atomique, c'est vraiment très récemment et encore qu'on découvre ce que ces puissances n'ont jamais voulu révéler quand elles se sont compromises dans ce genre de catastrophe où l'exploitation de l'uranium ou d'autres ressources analogues ont fait payer à ce peuple-là leur tribut. Mais il y a aussi du côté des élites africaines justement cette sorte de paresse, cette léthargie qui fait que même si on a à disposition des archives, parce que si moi j'ai pu accéder à ces archives, très certainement que le gouvernement du Congo, les chercheurs congolais auraient pu également le faire et du coup intégrer cela dans le programme. Donc de notre côté également africain, il y a une sorte de paresse qui fait que nous ne nous emparons pas toujours de ces enjeux et donc ces questions restent en dehors de notre roman national, en dehors des études qui auraient permis de corriger ce qui doit l'être parce que malheureusement, les genres de travers qui ont rendu possible les exactions autant bien humaines qu'écologiques que je viens de dénoncer se répète aujourd'hui, sous d'autres formes bien entendu. Alors, vous me faites une transition parfaite sur le présent. Que nous dit ce passé sur ce présent? Peut-on faire le lien entre l'uranium d'hier et les ressources d'aujourd'hui? Évidemment, on pense au coltan, au cobalt, toujours convoitées, toujours extraites, toujours loin des regards, et encore au Congo. Je pense que le lien, il est vite fait. Dans le cas du Congo, je pense que ceux qui ont suivi l'actualité récente savent par exemple que pour essayer de trouver une solution à la guerre qui sévit dans la partie est du Congo, le gouvernement, en tout cas on va dire le président du Congo, s'est lui-même proposé, il est allé se présenter devant le président américain pour demander une sorte de troc en vertu duquel, en échange d'une sorte de Pax Americana dans l'Est du Congo, on pourrait donner donc nos ressources. Ça n'a pas été dit comme ça, mais dans le fait, c'est comme ça. Venez exploiter nos ressources et garantissez-nous une certaine paix. Pour l'instant, on n'en voit pas le contour. Mais ce qui est regrettable, à mon point de vue en tout cas, c'est que là où hier la mainmise étrangère se faisait du fait colonial, aujourd'hui, lorsque ces pratiques se font, lorsque ces extractions, cet extractivisme mené à son paroxysme est mené, il se fait surtout avec la complicité des élites congolaises. Et si on veut en douter, il suffit de regarder les conditions dans lesquelles les contrats miniers sont signés, les avantages qu'en tirent les puissances étrangères, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine ou d'autres, et inversement, ce que les populations locales congolaises on tire ou n'en tire pas, pour voir qu'aujourd'hui, effectivement, les mécanismes sont restés les mêmes, même si les pouvoirs, en théorie, est entre les mains des Congolais. Absolument. Merci beaucoup, Blaise Ndala. Merci pour ce livre, L'équation avant la nuit, publié chez Lattès. N'hésitez pas, c'est un formidable thriller historique, géopolitique et un très beau livre, littérairement parlant, évidemment. Merci beaucoup, Blaise Ndala, pour cet éclairage littéraire, historique et politique. Merci, c'est la fin de ce journal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde, de Rabat à Lubumbashi en passant par Conakry. Restez avec nous, car l'actualité continue sur France 24. Merci. Octobre 2007, le scandale de l'Arche de Zoé éclate. Les gens qui vous confiaient les enfants, ils savaient qu'ils allaient en France, oui ou non? Non. Un couple d'humanitaires prétendait offrir une deuxième chance à des orphelins du Darfour. Des enfants qui, pour la plupart, résidaient au Tchad avec leur famille. Ils disent « vous avez vendu vos enfants ». Mais qui vend son enfant? C'est parce qu'on leur a promis une éducation que nous on a accepté. C'était un vol d'enfants, un véritable kidnapping. On a entendu beaucoup d'histoires. On nous aurait emmenés pour profiter de nous. Peut-être nous faire travailler à l'usine. Nous, on était petits, on ne comprenait rien. 18 ans après, rencontre avec ces faux orphelins. Ils nous ont dit que chaque enfant recevrait 60 000 € de dommages et intérêts. Mais pour l'instant, ils n'ont rien touché. Si la personne reconnaît ses erreurs et demande pardon, là tu sais qu'elle a évolué. Mais si cette même personne refuse d'admettre ses torts
alors là, tu ne peux pas pardonner. Billet retour, le scandale de l'Arche de Zoé, à voir sur France 24.